Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau topo. Donc ce soir, nous répondrons à cette question pendant une petite heure ensemble sur comment trouver des clients. Une première chose à vous rappeler, vous pouvez retrouver toutes les conférences à venir de Topo et celles passées directement sur le site. Et comme nous en avons pris l'habitude, et ça sera également le cas ce soir, vous pourrez retrouver pour chacune des sujets, pour chacun des sujets que nous vous proposons, une base de données qui est associée. Donc, celle-ci se trouve directement sur le site une fois que la présentation sera en ligne. Donc, pour ce soir, je vous proposerai un ensemble de références autour de l'étude du marché de l'art en général, des marchés de l'art, mais également une cartographie du monde de l'art pour nous permettre de répondre à cette question, comment trouver ses clients. Pour commencer, une première réflexion, un petit retour dans le passé sur Rembrandt, artiste du XVIIe, qui n'avait pas forcément à son époque un suivi par les institutions, par les grands princes, et a su créer déjà un modèle économique et pouvait, on le voit encore aujourd'hui, être comparé à un homme d'affaires. Cette première réflexion uniquement pour vous montrer, pour essayer d'amener le sujet sur le fait que l'art et la vente de vos œuvres, la commercialisation de vos œuvres, n'est pas forcément très éloignée d'une autre vie économique de n'importe quelle entreprise. Certaines règles, bien évidemment, mais sur de grandes lignes, nous pouvons, et nous allons le faire, aller chercher un certain nombre de références et de ressemblances. Alors, pour créer son modèle économique, Rembrandt avait bien évidemment utilisé son atelier pour vendre ses créations auprès de nombreux collectionneurs, des marchands par exemple. Il avait également utilisé son atelier avec de nombreux apprentis et leur faisait payer l'enseignement de ces différentes techniques, mais c'était également un marchand d'art, il commercialisait les œuvres de nombreux de ses contemporains. Il avait également pris pour habitude, comme de nombreux autres artistes, de réaliser bien évidemment des commandes, et il avait, vu la quantité assez étonnante, il a réalisé une multitude d'autoportraits, comme si sa personne lui permettait également de pouvoir imager l'ensemble de son travail. Alors, à partir de cette simple réflexion, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le sujet. Dans un premier temps, avant même de réfléchir à la question finale, de savoir où sont les clients et comment les contacter, une première proposition qui est celle de partir de vous-même. Partir de ce que vous êtes, ce que vous faites. Il est vrai qu'en fonction de votre démarche artistique, des thématiques que vous allez utiliser, mais également de votre positionnement artistique, un certain nombre de structures de clientèle vous seront réservées ou non. Également, en fonction de votre parcours, que vous ayez suivi un cursus classique en passant par des écoles d'art par exemple, ou bien que votre activité artistique soit une activité secondaire à ce jour, ou que vous ayez commencé sur le tard, il y a bien évidemment des schémas différents. Également, en fonction de votre lieu de résidence, partout en France, même à l'étranger, de votre âge ou bien de votre nationalité, un certain nombre de solutions s'offrent à vous. Pour rentrer un petit peu plus dans cela, je vous propose
un schéma qui est le résultat et qui apparaît, on va dire, dans une étude du ministère de la Culture qui date qui date de 2011, mais qui dresse un petit peu une cartographie des différents artistes en fonction des questions dont je viens de vous parler. En effet, certains artistes sortant d'école des beaux-arts pourraient être qualifiés d'artistes principalement de foire qui travailleraient plus facilement avec des DRAC, des FRAC, des institutions muséales labellisées. D'autres artistes, plus dits à 360 degrés, qui eux ne seraient pas forcément passés par des écoles de beaux-arts, qui seraient des artistes un peu plus jeunes, entre 20 et 30 ans, et qui pourraient plus facilement intégrer des collectifs, avec ces collectifs gérer peut-être des associations ou des lieux qui leur permettraient d'exposer et donc de vendre leurs œuvres. Un peu plus bas sur ce graphique, des artistes souvent autodidactes, éventuellement qui auraient eu une première carrière avant, qu'elle soit artistique ou non, que l'on peut qualifier d'artistes artisans entrepreneurs. Ces artistes-là seraient plus attirés ou auraient plus de place dans certains salons et d'autres lieux, on va dire, qui seraient un peu plus en annexe du marché principal, du cœur du marché. Puis, plus tard, d'autres artistes qui, eux, seraient privilégiés pour les salons et qui participeraient à des expositions dans certaines galeries nationales. Également, votre parcours va déterminer un certain nombre d'acteurs que vous allez pouvoir solliciter pour commercialiser vos œuvres. Un autre graphique que vous pourrez retrouver dans certaines études, notamment de Nathalie Moreau, qui est le résultat donc d'une représentation pour les artistes qu'elle décrit être sur le marché de l'art de l'embellissement, donc sur un paradigme plutôt moderne, et pour des artistes qui ne sortiraient pas directement aujourd'hui d'école d'art. L'on peut voir sur la partie inférieure de ce graphique que les premiers acheteurs vont tout d'abord être le cercle familial et amical. Ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir acquérir les premiers vos créations et qui par la suite peut-être vont vous permettre éventuellement par leur réseau de pouvoir rencontrer d'autres collectionneurs, de pouvoir rencontrer d'autres artistes qui vous permettraient d'intégrer des collectifs. Sur la partie supérieure de ce graphique, on voit également que la deuxième grand axe se développe autour d'Internet, autour de la possibilité que vous avez de pouvoir exposer virtuellement via des galeries en ligne et donc commercialiser vos œuvres par ce biais-là. Également, le fait de pouvoir rencontrer vos futurs clients, peut-être dans des espaces qui ne seraient pas directement dédiés à la vente d'œuvres. Par exemple, des restaurants ou des boutiques. Il y a souvent certaines expositions, par exemple, dans certaines agences immobilières ou autres. Ensuite, pour des artistes, on va dire, qui auraient plus un parcours beaux-arts autour d'un paradigme contemporain qui est ici appelé le marché de l'art exploratoire, un chemin plus direct qui partirait directement de galeries associatives locales, par exemple d'artistes run space, pour aller vers des responsables à la direction régionale des affaires culturelles ou dans les fonds régionaux d'art contemporain. Ce travail-là, vous pouvez également continuer à le faire en vous positionnant à partir de ces schémas-là et d'aller chercher sur quel positionnement êtes-vous et donc de regarder autour de vous quelle structure, quelle typologie de clients vous pouvez aller contacter. Ce travail-là peut vous demander en effet un certain temps,
mais il va vous permettre par la suite de pouvoir comprendre un petit peu plus en détail, j'ai appelé ça le marché de l'art, mais les marchés de l'art. La première fois, lorsque vous allez tenter même si vous avez de l'expérience, de vous intéresser à ceux ou ces marchés de l'art, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un grand nombre d'informations. Le fait d'avoir trié ces informations et filtré en ayant étudié ce que vous êtes va vous permettre, dans un premier temps, de faire un petit tri. Quelques tendances simples, c'est uniquement pour vous montrer l'importance de comprendre aussi l'environnement du marché dans lequel vous êtes. Donc, le marché de l'art, en général, qu'il soit international ou même plus précisément autour de chez vous, même localement, de regarder comment cela fonctionne. En 2024, j'ai listé 3 grosses tendances. La première qui est celle liée à la digitalisation. En effet, et vous pouvez aller chercher si vous le souhaitez, donc le rapport Hiscox sur le marché de l'art, qui est sorti un petit peu tous les ans, qui est un rapport sur le marché de l'art en ligne. Il s'avère que depuis, bien évidemment, la période Covid, l'art et la vente de l'art en ligne a explosé. En 2022, le marché de l'art en ligne représentait quasiment 15,2% du marché global et selon certains sondages également toujours listés dans le rapport Hiscox, presque un tiers des acheteurs, des collectionneurs d'art, achètent régulièrement ou vont réaliser des achats en ligne. Que cela soit par des plateformes, par des sites d'artistes connus, ou encore par via Instagram également, qui est le premier prescripteur pour la vente d'œuvres. Également, il y a une tendance autour de l'art accessible. De plus en plus de galeries se créent afin de proposer aussi des œuvres qui pourraient être accessibles à un plus grand nombre de personnes, que cela soit sous la forme de reproduction ou d'œuvres originales. En 2023, les meilleures ventes des prix Artsper étaient de 500, 900 et 1100 euros. Ce petit point, juste pour vous montrer que les seules ventes sur le marché de l'art ne sont pas forcément celles que vous voyez au top des différentes salles de vente qui pourraient aller de plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Également, on voit une tendance à la personnalisation des œuvres, que cela soit pour des particuliers ou même des entreprises. De nombreux acquéreurs apprécient le fait de pouvoir entrer dans l'univers de l'artiste tout en ajoutant une touche personnelle. Ces différentes tendances que vous pouvez approfondir, bien évidemment, vont également vous permettre de vous positionner et donc de prendre des décisions sur la manière dont vous allez rencontrer vos futurs clients par la suite. Pour trouver ces informations, bien évidemment, vous aurez un certain nombre de liens directement dans la base de données, mais quelques sites que vous pouvez garder en tête. Bien évidemment, au niveau national, le site du ministère de la Culture et en région, on va dire, les différentes Sodavi et DRAC vont vous apporter un bon nombre d'informations. Les Sodavi sont des très bonnes sources, notamment sur la cartographie de votre région. Également, comme je le citais, le rapport Hiscox, qui tous les ans réalise un sondage auprès des collectionneurs sur leur rapport à l'achat d'art en ligne et leur consommation d'art en ligne. The Art Newspaper, qui va vous permettre de suivre un petit peu l'actualité du monde de l'art, là principalement, on va dire, à l'international. Et après, ArtPrice et ArtNet, qui vont vous donner également un certain nombre d'informations. Ce travail-là, je vous encourage à aller en profondeur, même si vous n'avez pas forcément besoin toujours d'avoir un certain nombre d'informations, on va dire, sur l'entièreté du marché à l'international, mais même localement, intéressez-vous à savoir
comment fonctionne le marché de l'art local, quelles sont les structures publiques ou privées qui accueillent des expositions, qui financent des bourses de création, qui financent des résidences, et également, est-ce qu'il y a autour de chez vous des lieux qui sont fréquentés par un public qui serait susceptible d'acheter vos œuvres. Une fois que ce travail très global a été fait, il peut être intéressant que vous puissiez définir vos cibles. En effet, un certain nombre d'acteurs du marché de l'art sont présents autour de vous. Il serait très compliqué, voire impensable, de se dire que vous allez, en plus de votre création bien évidemment, avoir à prendre contact avec l'intégralité des acteurs. Que cela soit pour la vente, pour la réponse à des appels à projets, pour la réponse à de la commande publique par exemple, et également pour la prise de contact avec certains intermédiaires, galeries, agents ou autres. Donc parmi ces structures, vous allez avoir autour de vous toutes les municipalités, arrondissements pour certains d'entre vous, qui vont parfois, ainsi que les communautés des communes, pouvoir vous permettre d'exposer, pouvoir vous permettre d'acquérir parfois certaines œuvres. Il y a des fonds municipaux d'art contemporain qui vont vous permettre de promouvoir vos œuvres et votre pratique. Il va y avoir également un certain nombre de collectionneurs autour de chez vous, qu'ils soient simples amateurs d'art, primo-collectionneurs ou, on va dire, collectionneurs plus avertis. Vous allez avoir également un certain nombre d'entreprises privées que vous allez pouvoir contacter pour de nombreux sujets, que ce soit la vente d'œuvres, la réalisation d'ateliers au sein de leurs locaux, parfois la location d'œuvres, la réalisation de fresques par exemple. Ensuite, vous allez avoir des institutions, on va dire, qui apportent une certaine reconnaissance à votre travail, des institutions régionales comme les DRAC, les FRAC, le CNAP au niveau national, également un certain nombre de musées. En face de cela, d'un point de vue également privé, vous allez avoir un certain nombre de fondations d'entreprises, de galeries et d'agents commerciaux qui vont vous permettre de faciliter l'acquisition et la recherche de clients. Sur cela, une fois que vous avez trouvé, on va dire, et que vous avez un petit peu plus pris connaissance de l'ensemble de ces acteurs et que vous avez fait des choix parmi tout cela, en fonction bien évidemment également de votre positionnement artistique, comme je vous le disais, vous allez pouvoir regarder ce que font tout simplement les autres artistes aussi autour de chez vous. C'est-à-dire, lorsque vous allez trouver un espace d'exposition, lorsque vous allez trouver une galerie ou certains porteurs de projets, vous demandez comment les artistes autour de chez vous qui, eux, répondent à ces appels sont sélectionnés, comment font-ils pour promouvoir leur travail? Je vous conseille tout simplement d'aller chercher une dizaine d'artistes, par exemple, qui pourraient avoir un parcours similaire au vôtre, qui pourraient avoir un positionnement artistique similaire au vôtre, un médium, mais également peut-être des artistes qui sont aujourd'hui dans une situation qui pourrait être la vôtre dans quelques années. Et de vous dire au final comment cet artiste qui a suivi le même parcours que moi, a-t-il réussi pour se faire connaître? Comment a-t-il fait pour trouver ses premiers clients? Comment a-t-il fait pour trouver des clients par la suite?
Donc, vous allez pouvoir regarder un certain nombre d'éléments et je vous proposerai une petite application. Vous sélectionnez donc une dizaine d'artistes. Vous allez regarder comment ils parlent de leur travail, regarder leur portfolio, regarder leur compte Instagram, leur compte LinkedIn s'ils en ont un, et également regarder leur site internet. Bien évidemment, vous allez pouvoir regarder, et je pense même passer un bon moment sur leur CV. Quels sont les événements auxquels ils ont participé? La, on va dire, trajectoire de carrière d'un artiste va être une succession d'événements et un enchaînement d'événements. Donc, en étudiant le CV de certains artistes, vous allez pouvoir repérer certains éléments marquants qui ont permis à un artiste de passer d'une exposition à une autre, d'un salon à une galerie et d'un appel à projet à un autre. Vous allez également regarder et analyser la manière dont ils utilisent éventuellement les réseaux et dont ils utilisent des plateformes en ligne, leur site internet, pour promouvoir leurs œuvres auprès du public. Comment utilisent-ils tous ces outils, au final, pour trouver des clients? Comment font-ils pour que des amateurs d'art s'intéressent à leur travail? Est-ce qu'ils utilisent uniquement les expositions auxquelles ils participent? Est-ce qu'ils vont dans de nombreux salons pour aller diffuser leur travail et par la suite, via Instagram, ils arrivent à commercialiser leurs œuvres? Ou bien est-ce qu'ils passent directement par des intermédiaires? Ce travail-là va vous permettre d'analyser un petit peu le parcours des artistes que vous allez sélectionner et donc potentiellement de créer une liste d'actions à mener de manière à trouver, à rencontrer et à échanger avec vos futurs clients. Je vous propose ce travail-là avec un artiste franco-anglais, donc David Tooze. Je vous ai mis son compte Instagram qui va vous amener également vers son site internet. On peut voir tout d'abord, en allant sur son site internet, que David propose aux différentes personnes de passage sur son site de s'inscrire à la newsletter. Dès que l'on arrive sur son site, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous donne accès à la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Un moyen très intéressant de pouvoir récolter un certain nombre d'adresses mail qui vous servirait par la suite à recontacter ces personnes pour les inviter à une exposition, pour les inviter à une ouverture d'atelier par exemple, ou même pour leur proposer votre nouvelle série. On peut également voir qu'il est présent sur 3 réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Lorsque l'on va sur son compte LinkedIn, on en apprend un petit peu plus sur son CV, sa carrière, et on apprend surtout que David a eu une carrière non artistique avant de se mettre à la peinture. Ce qui le place, donc, si je reprends un petit peu le schéma tout à l'heure, dans la catégorie artiste, artisan, entrepreneur, qui n'aurait pas forcément accès, dans un premier temps du moins, à un certain nombre d'institutions plus réservées à des personnes sortant des beaux-arts, par exemple. En puisant un petit peu dans son CV, on voit également que David a participé à un certain nombre de salons parisiens comme Art Capital ou le Salon d'Automne. On peut voir également que ces salons lui ont permis de recevoir un certain nombre de prix. Par la suite, et c'est assez évident à la lecture de son CV, on voit que après ces expositions, dans les années qui suivent,
il a pu également, en plus d'un travail de communication et de diffusion de son travail, bien évidemment, réaliser un certain nombre d'expositions dans certaines galeries parisiennes. Puis, chose assez intéressante, il a réalisé beaucoup d'expositions et il a participé à beaucoup de salons de foire à l'étranger, en Russie, aux États-Unis ou au Japon. Ce qui peut vous aussi, peut-être vous donner l'idée d'aller creuser sur ces marchés-là pour, pourquoi pas, participer à certaines expositions collectives dans ces pays. Et on peut voir également qu'il a réalisé un partenariat avec une entreprise qui était Citroën. Une multitude donc de manières de montrer son travail, que cela soit par des expositions en France, par des expositions à l'étranger. Une communication assez intéressante, je vous invite à aller voir son compte Instagram, donc une communication assez intéressante sur son compte Instagram, également l'envoi de newsletters assez réguliers. Ce travail-là, cette application que je vous propose, je vous encourage vraiment à le faire avec d'autres artistes et de regarder comment, concrètement, ils trouvent des solutions. Pour trouver ses clients, nul besoin, on va dire, d'inventer toute une structure, alors que d'autres ont réussi et d'autres ont trouvé des solutions. Également, et là je vais m'intéresser plus principalement, je resserre un petit peu la discussion sur comment trouver des clients vraiment particuliers ou des entreprises. L'objectif étant, nous avons passé un petit peu de temps sur comment regarder de manière générale quelles sont les grandes solutions et de revenir sur les clients particuliers. Une fois que vous avez donc trouvé votre cible de clientèle, que vous savez un petit peu comment ils fonctionnent, quelles sont leurs habitudes d'achat en fonction, bien évidemment, d'un certain nombre de critères, d'où ils habitent, de l'âge qu'ils ont, des moyens financiers qu'ils ont, et que vous avez trouvé éventuellement des lieux où les rencontrer, vous pouvez aussi, et je vous encourage à le faire, étudier leur comportement, les grands comportements qui vont faire en sorte qu'ils puissent acheter vos œuvres. 3 premières indications qui vont être le fait que l'achat d'une œuvre d'art, qui n'est pas un achat commun, on va dire singulier, qui n'est pas un achat forcément du quotidien, va impliquer un fort degré d'implication dans l'acte d'achat. C'est-à-dire que votre client va vouloir s'impliquer dans l'achat de l'œuvre. Il ne va pas simplement, comme il pourrait faire dans une grande surface, regarder tout le choix qui s'offre à lui et puis sélectionner assez rapidement la première œuvre qui lui tomberait sous les yeux. Il va falloir donc prendre ça en considération et pouvoir échanger avec le client, répondre à un certain nombre de questions, parce qu'il y a également, étant donné que ce n'est pas un achat courant, un fort degré d'information. Le client, dans la plupart des cas, va avoir besoin, va être demandeur d'informations sur vous, sur l'œuvre, sur l'histoire de l'œuvre, de la série. Également, l'acte d'achat d'une œuvre d'art implique, on va dire, une forte besoin de la part du client de sentir une implication de la part de l'artiste lui-même. Vous devez, et ça que cela soit sur des salons, lorsque vous présentez une exposition, lorsque vous faites une visite d'exposition
ou bien même lorsque vous accueillez des personnes dans votre atelier, avoir un comportement qui vous implique dans la relation que vous aurez avec le futur acheteur. Il est primordial d'adopter au maximum une posture professionnelle lorsque vous présentez votre travail. Également, il est intéressant de réfléchir aux différentes étapes qui vont pousser une clientèle, un amateur d'art, à passer d'une étape où il ne vous connaît pas encore, où il ne connaît pas votre travail, à une étape où il va pouvoir acquérir vos œuvres. La première chose, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience du besoin. C'est-à-dire que sur cette première étape, il va falloir que vous puissiez donner l'envie aux personnes qui vous suivent, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, que vous puissiez donner envie à ces personnes-là, tout simplement d'acheter une de vos œuvres. Vous pouvez le faire par un certain nombre, on va le voir après par un exemple un petit peu plus concret, par un certain nombre d'actions qui viseraient à promouvoir votre travail. Une fois que le besoin est présent, le client, à ce moment-là, le prospect, va avoir ou va être dans une situation de recherche d'informations qui peut être sur des informations très techniques. Comment va-t-on réaliser le transport de l'œuvre? Comment va se faire le paiement? Y a-t-il des modalités et des facilités de paiement? Mais également un certain nombre d'informations sur l'œuvre et vous-même. Des informations que vous pouvez très bien transmettre directement via les réseaux ou bien lors d'une visite d'atelier avec cette personne-là, avec ce groupe de personnes-là. Ensuite, une fois que la personne a eu l'ensemble des informations sur, on va dire, votre travail, vos œuvres, il va y avoir une étape qui est l'évaluation des solutions possibles. C'est-à-dire que, admettons que la personne se trouve dans votre atelier, il va devoir faire un choix entre l'ensemble des œuvres que vous lui proposez. Si vous avez une gamme d'œuvres et donc une gamme tarifaire qui irait d'une reproduction à une cinquantaine d'euros à, on va dire, une œuvre originale d'un très grand format à plusieurs milliers d'euros, un champ des possibles s'ouvre à cette personne-là. Et donc, il va falloir que vous puissiez, encore une fois, accompagner les personnes dans cette évaluation et la mener petit à petit vers sa prise de décision. Prise de décision qui permettra donc de finaliser la vente. Et ensuite, une fois que la vente est faite, et je vous encourage là aussi à poursuivre l'échange avec vos collectionneurs, avec vos acheteurs, il y a bien évidemment ce qu'on peut appeler l'évaluation post-achat, qui peut également vous permettre de recréer du lien et de continuer à avoir le lien avec vos clients. Un exemple de ces différentes étapes, de ces différents processus avec une artiste, donc Raphaël Amphrey. La première chose, pour susciter l'envie, pour créer cette conscience du besoin chez ses potentiels clients, chez ses amateurs, chez les personnes qui la suivent sur ses réseaux, elle va avoir une activité, on va dire, assez intéressante sur Instagram, où elle va montrer un certain nombre d'œuvres, elle va montrer son atelier, elle va montrer ses différentes livraisons d'œuvres vers sa galerie, elle va montrer les différents projets auxquels elle participe,
Et vous irez voir, elle propose un compte Instagram qui a aussi une suite logique dans l'histoire qu'elle raconte. Je vous parlais il y a quelques mois notamment de la question des réseaux sociaux. Le fait de pouvoir être professionnel sur ces outils-là permet donc de faciliter aussi la considération que les amateurs d'art vont avoir de vous, donc de vos œuvres, et donc cela va faciliter le passage à l'acte d'achat. Également, directement sur son compte Instagram, elle répond aux besoins d'information. Elle va très vite nous informer sur l'ensemble des projets auxquels elle participe. On peut avoir accès à son site internet où on va pouvoir découvrir l'ensemble de ses œuvres, certains textes, son CV et ses textes de démarche artistique, biographie. Elle nous met également un lien direct vers sa galerie, Willow & Groove, vers le Cercle de l'Art, un projet auquel elle a participé, 2 podcasts et 2 interviews qu'elle a réalisées, et enfin des ateliers avec le PAN qui propose, vous pourrez aller chercher, qui propose à des particuliers de recevoir des cours en ligne et également en physique, ces cours-là étant donnés par des artistes. Puis il va y avoir, pour la personne qui s'intéresse à son travail, l'évaluation donc des solutions possibles. À ce stade-là, nous pouvons être envoyés soit vers la possibilité de participer à un atelier en visio ou en présentiel avec cet artiste, et également nous pouvons aller sur le site de sa galerie et acquérir l'une de ses œuvres, où la galerie va proposer une gamme de prix assez large, puisque les premières œuvres sont, si je ne dis pas de bêtises, autour de 180 €, et pour les plus chers, autour de 3 000 €. Nous avons donc un certain nombre de possibilités ici, en tant qu'amateur, en tant que potentiel acheteur, pour découvrir l'univers de Raphaël. Également, et alors là, c'est plus la galerie qui va faire ce travail-là, mais vous pouvez très bien le faire, il y a un accompagnement par donc la galerie Willow & Groove, que cela soit dans la prise de décision, mais également dans l'évaluation post-achat. La galerie fait un travail d'accompagnement qui a pour objectif de guider les clients dans les différentes étapes, dans ce qu'il propose comme la simulation sur photo à l'accrochage, donc de pouvoir permettre, on va dire, aux futurs acheteurs de se rendre compte de ce que va représenter, comment va être l'œuvre dans leurs intérieurs. Également, un certain nombre de facteurs qui vont permettre de faciliter la décision, que cela soit par un paiement sécurisé et également par une livraison suivie et personnalisée. Ce travail-là, vous pouvez tout à fait y réfléchir de votre côté avec vos clients, avec vos potentiels clients, et réfléchir à la manière dont vous pouvez répondre à ces différentes étapes, à ces différents besoins que vont avoir les clients. Le plus simple étant bien évidemment d'y réfléchir en amont, de manière à pouvoir être assez réactif lorsque ces étapes, lorsque ces problématiques vont se poser à vous dans la relation que vous aurez. Un autre point sur les différents comportements des clients. Cette méthode, donc la méthode Soncas, est une méthode qui va permettre de catégoriser, on va dire, les clients, de les mettre dans certaines catégories
et peut-être de faciliter votre approche et votre échange avec eux. La première catégorie, donc, vont être ces clients qui, lorsqu'ils vont être dans une relation commerciale avec vous, vont avoir besoin de sécurité. Ils vont avoir besoin d'échanger avec un artiste sérieux, professionnel. Ils vont avoir besoin d'être rassurés sur la provenance de l'œuvre. Donc, le fait que vous puissiez leur fournir un certificat d'authenticité, le fait que vous puissiez leur fournir une facture. Il y a une deuxième catégorie, une catégorie de personnes qui, eux, vont plus être dans l'orgueil, vont attendre de vous que vous soyez, par exemple, représenté par une galerie, vont vous demander plus de précision quant à votre CV, quant aux événements auxquels vous auriez participé. Vous pouvez donc très bien mettre en avant auprès de ces personnes-là certains événements, on va dire, un petit peu plus importants ou certains partenariats que vous aurez réalisés. Ensuite, une autre catégorie de personnes vont plus attendre de la nouveauté. Ils vont être curieux de venir dans votre atelier, de découvrir certaines œuvres qui seraient présentées pour la première fois. Ce sont des personnes qui vont être également intéressées lorsque vous allez, par exemple, présenter une exposition avec de nouvelles œuvres pour venir découvrir celle-ci éventuellement en avant-première, avant le vernissage. Certaines personnes vont plus être dans une relation, on va dire, de confort. Elles vont apprécier que vous puissiez livrer les œuvres à domicile, que vous puissiez potentiellement accrocher leurs œuvres directement chez elles. Ensuite, certaines personnes vont avoir un aspect plus financier dans la relation, et pour les convaincre, vous pouvez très bien, éventuellement pour des entreprises, parler de défiscalisation, par exemple, et pour certains particuliers, utiliser certaines facilités de paiement. Le prix n'étant pas forcément la problématique principale, mais plus la manière dont les personnes vont pouvoir financer cet achat. Et ensuite, la dernière catégorie de cette méthode Soncas présente une catégorie de personnes qui seraient dans la sympathie, qui souhaiteraient un certain nombre d'échanges avec vous, qui souhaiteraient connaître un petit peu plus votre histoire, votre parcours, et souhaiteraient recevoir un certain nombre d'anecdotes sur votre œuvre, sur la série qui est présentée, sur la manière dont vous allez réaliser votre œuvre, dont vous avez réalisé votre œuvre, pardon. Ces catégories-là, vous pouvez très vite les apercevoir en discutant avec les personnes, et surtout, au-delà de discuter, essayez, lorsque vous échangez avec certaines personnes, de comprendre quels sont leurs besoins, quelles vont être leurs relations avec votre travail, avec votre œuvre et avec l'art en général. Concernant les collectionneurs, certains types de collectionneurs existent. Je vais vous parler ici des collectionneurs privés et également des collectionneurs d'entreprise. Pour les collectionneurs privés, une étude un petit peu, on va dire, âgée, elle a quasiment 10 ans, puisque c'est une étude du ministère de la Culture qui date de 2015, mais dont les informations sont intéressantes quand même, et je pense en partie encore d'actualité. La première chose, avant, et je vous invite à aller voir plus en détail ce document-là, la première chose, c'est que la peinture est présente dans 90% des collections. Malgré le fait que sur un marché de l'art contemporain, ultra contemporain,
nous n'entendions parler principalement que de performance, que d'installation, que de vidéo. La peinture est quand même extrêmement présente. La peinture est souvent, le dessin ou la peinture, un des premiers achats. Également concernant l'âge des collectionneurs, un tiers des collectionneurs ont réalisé leur premier achat avant 20 ans. Également, un quart des collectionneurs n'ont jamais dépensé plus de 5 000 euros. Et 47% des collectionneurs habitent en Île-de-France ou dans des grandes villes. Ce que vous pouvez retenir de cela, c'est donc bien évidemment le besoin pour vous, non pas l'obligation, mais peut-être le besoin de se rapprocher d'événements dans des grandes villes, de la France entière, hein, pas forcément Paris, mais c'est peut-être dans ces lieux-là, dans ces endroits-là, que vous allez pouvoir rencontrer une plus grande catégorie de personnes qui seront susceptibles d'être vos futurs acheteurs. Également, le fait que beaucoup, on va dire une majorité d'œuvres soient de la peinture, que des jeunes acheteurs soient présents sur le marché et également qu'il n'y ait pas uniquement des œuvres à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui se vendent, est à prendre en compte lorsque vous échangez avec les personnes. Vous avez également une nouvelle génération d'acheteurs qui arrive sur le marché, et je parle également de ce livre donc de Willow Grove, qui a été écrit par les fondatrices de cette galerie, qui propose notamment donc de sortir l'art du cadre et d'accompagner les jeunes, les premiers collectionneurs dans la gestion de leurs achats, dans, on va dire, l'appréhension du monde de l'art dans lequel ils ne seraient pas encore, et leur donner peut-être certaines règles, certains codes qui vont leur permettre de pouvoir passer à l'acte d'achat. Ensuite, notamment sur le site d'Artspert, on voit très bien que, notamment Instagram, reste un outil indispensable, et l'utilisation d'Instagram est indispensable pour créer du flux et rencontrer un maximum d'acheteurs. En effet, en 2023, 29% des acheteurs d'art ont affirmé avoir acquis des œuvres directement via Instagram. Également, un tiers des jeunes et près de 40% des nouveaux acheteurs ont assuré avoir effectué des achats en ligne. Il est donc important, pour pouvoir rencontrer de nouveaux acheteurs, d'être, surtout si vos acheteurs et votre public est un public assez jeune, qui est un public qui a l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de pouvoir présenter votre travail, de pouvoir répondre à un certain nombre d'attentes de ces publics-là. Ensuite, une petite aparté concernant les entreprises qui peuvent être également des clients intéressants pour vous. Que cela soit, alors là, ces chiffres-là, ces pourcentages-là sont issus d'une étude, donc du rapport AXA, Art, Collection et Entreprise, qui parle principalement donc des collections artistiques en entreprise, mais vous pouvez très bien contacter un certain nombre d'entreprises pour réaliser des ateliers, réaliser des fresques, participer à des événements, que cela soit au sein direct des entreprises, mais également peut-être dans votre atelier. Ce que l'on apprend et ce qui est intéressant à retenir pour vous, c'est le fait que 80% des entreprises vont exposer leurs collections directement dans leurs locaux.
Donc, la question uniquement de la défiscalisation n'est pas forcément le sujet principal. Le sujet principal va être l'achat d'œuvres qui iront sur les murs des différents bureaux et lieux d'accueil de leurs clients. Également, une majorité, presque 2/3 des entreprises ayant une collection d'art, l'utilisent à des fins de communication. Tout cela, cela va vous permettre aussi d'aborder la relation avec une entreprise privée, de la contacter en sachant quoi lui proposer et en sachant quels sont ses besoins et ses attentes. Également, 68% des entreprises ayant une collection passent directement des commandes auprès d'artistes. Il y a bien évidemment l'achat d'œuvres, mais il y a aussi la possibilité de travailler directement avec vous pour réaliser une commande. Et enfin, un tout petit peu moins de 50% des collections sont le fait de petites et moyennes entreprises. Un certain nombre d'entreprises autour de chez vous ont la capacité de pouvoir vous faire intervenir, ont la capacité de pouvoir acquérir vos œuvres. Alors, à partir de là, une fois que l'on a été chercher un maximum d'informations, et je vous invite vraiment à pouvoir faire ce travail-là pour vous et en fonction comme je l'ai dit au début, de votre positionnement artistique, de l'endroit où vous habitez, de l'endroit où vous travaillez et des œuvres que vous créez, il est possible de mettre en place ce que l'on appelle un circuit de vente et un canal d'acquisition. Je vous présente la théorie assez rapidement et je vais vous montrer une succession de possibilités qui va vous permettre de créer, qui vont vous permettre de créer ce canal d'acquisition et donc de rencontrer vos premiers clients et de les amener, de faire un bout de chemin ensemble jusqu'à, on va dire, l'acte d'achat. La première chose de ce canal d'acquisition est tout simplement l'acquisition en elle-même. Quelle solution allez-vous mettre en place pour attirer des personnes? Comment allez-vous faire pour générer du trafic sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, dans votre atelier, à vos expositions, de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes pour activer. Activer va être donc le fait qu'une personne va pour la première fois acheter l'une de vos œuvres, ou du moins va vous rémunérer pour une prestation. Ensuite, il va y avoir la rétention. Comment allez-vous faire en sorte pour que, une fois qu'un client ait pu acquérir l'une de vos œuvres, comment faire en sorte pour qu'il revienne, qu'il rachète une autre œuvre, peut-être pas, alors pas forcément la même œuvre, mais peut-être pas dans la même gamme de prix, peut-être pas une œuvre, mais une autre prestation. Ensuite, quelle solution allez-vous trouver pour faire en sorte que cette personne-là, elle vous recommande, qu'il y ait un bouche à oreille auprès de son réseau, auprès de ses amis. Et enfin, quelle solution pouvez-vous mettre en place pour générer des revenus à partir de ces clients, les clients qui existent déjà? Un certain nombre de solutions que je vous propose pour ces 5 grandes parties pour créer votre canal d'acquisition. Pour l'acquisition, comme je vous l'ai dit, trouver et mettre en place le fait que un maximum de personnes puissent découvrir votre travail. Vous pouvez tout simplement participer à un certain nombre d'événements. Expositions, salons, foires, portes ouvertes d'ateliers. Bien évidemment, la simple participation à ces événements-là ne vous assure pas de passer à la seconde étape qui va être l'activation. Lorsque vous allez être sur ces événements, il va falloir
que vous puissiez échanger avec les personnes, les diriger vers un site internet, les diriger vers une newsletter, obtenir un certain nombre de leurs informations, par exemple des adresses mail pour que vous puissiez les recontacter, ou encore faire en sorte qu'ils s'abonnent sur vos réseaux sociaux pour suivre votre activité. Si après la discussion que vous avez avec une personne sur une exposition, vous n'avez pas eu le moyen, on va dire, de capter son attention et de faire en sorte que vous puissiez rester en contact, en effet, cette personne aura connaissance de votre travail, mais la relation pourra s'arrêter là. Également, vous pouvez être présent sur les réseaux. Donc, utilisez Instagram ou LinkedIn pour se présenter, pour présenter vos œuvres. De la même manière que la simple participation à des événements ne permet pas à tout un public de passer à l'achat, votre simple présence sur les réseaux sociaux ne permet pas ne permettra pas directement de faire en sorte que les personnes qui vous suivent passent à l'achat. Il faut un certain nombre d'actions pour respecter ce que je vous ai présenté sur les différentes étapes d'un processus de vente. Il faut apporter toutes les informations nécessaires sur vous, sur votre œuvre, de manière à faire en sorte que les personnes soient intéressées par votre travail et puissent vous recontacter par la suite. Également, une autre possibilité, bien évidemment, toutes ces possibilités ne sont pas, on va dire, tout à appliquer, hein, c'est des choix qui seront à faire. Vous pouvez très bien collaborer avec des entreprises. Le fait d'animer un atelier au sein d'une entreprise, devant une quinzaine, par exemple, d'employés de l'entreprise, peut vous permettre par la suite de continuer les échanges avec un certain nombre des personnes qui ont suivi votre atelier. Et vous avez également la possibilité d'utiliser un site web professionnel et en utilisant le référencement, donc SEO référencement naturel, pour faire en sorte de créer du trafic. Pour cela, il vous faudra créer un certain nombre de contenus de manière à être mieux référencé sur Google. Une fois que vous avez participé ou réalisé une de ces actions-là, vous devez vous dire comment je fais en sorte qu'après l'exposition auquel j'ai participé, le salon, ou à partir des personnes qui me suivent sur les réseaux et dont j'ai un certain nombre d'informations, ou du moins un certain nombre de moyens pour les recontacter, que puis-je faire pour qu'ils puissent activer et qu'ils puissent acheter une de mes œuvres? Une première possibilité est éventuellement, si vous participez, je reprends l'exemple du salon, à un salon autour de chez vous, que vous avez votre atelier, c'est peut-être la possibilité de proposer aux personnes que vous avez rencontrées, peut-être les personnes qui se sont montrées les plus intéressées à votre travail, de proposer des visites d'ateliers privés. Vous pouvez très bien contacter ces personnes et leur proposer de venir vous rencontrer à votre atelier. Souvent, dans les salons, vous n'avez pas l'intégralité de vos œuvres, l'intégralité de ce que vous pouvez leur présenter. Donc, cela peut être intéressant de faire en sorte qu'ils puissent découvrir l'ensemble de votre travail dans des endroits, on va dire, un petit peu plus intimes, éventuellement dans votre atelier, un endroit où vous serez peut-être un petit peu plus à l'aise. Vous pouvez également les renvoyer vers une plateforme de vente en ligne, ou qu'elle soit comme des plateformes, on va dire, générales, avec un certain nombre d'artistes, ou bien un shop que vous aurez sur votre site internet. Vous pouvez leur proposer également, en fonction du public, si ce sont des personnes qui n'ont pas forcément directement l'envie
d'acquérir l'une de vos œuvres, de leur proposer des ateliers de pratique. Souvent, et je le vois avec un bon nombre d'artistes avec lesquels je discute, lorsqu'ils réalisent des ateliers de pratique, que ce soit dans leurs ateliers ou ailleurs, le public qui suit ces cours-là va par la suite se rendre dans l'atelier de l'artiste pour acquérir une de ses œuvres. Et ensuite, vous pouvez très bien aussi localement organiser et participer à des projets avec un acteur local, que ça soit au sein de votre mairie, de votre arrondissement, ou bien même avec une entreprise autour de chez vous. Tout cela va vous permettre donc d'inciter un maximum de personnes que vous avez déjà en contact, donc des personnes qui connaissent déjà votre travail. Vous allez pouvoir les inciter à vous rendre, à se rendre, pardon, sur votre site internet, à se rendre dans votre atelier pour pouvoir acquérir l'une de vos œuvres. Une fois que ces personnes-là ont donc déjà eu un échange commercial avec vous, que cela soit par l'achat d'un atelier, par l'achat d'une œuvre, même si c'est une reproduction, la question que vous devez vous poser, c'est comment puis-je garder le contact et faire en sorte que cette personne-là revienne vers moi plus tard. La première, bien évidemment, c'est de rester en contact. Beaucoup d'artistes aujourd'hui n'ont pas forcément un historique des personnes à qui ils ont vendu leurs œuvres. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage à commencer à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez très bien, que ce soit même sous format papier ou via un tableur, avoir un certain nombre d'informations sur les personnes avec qui vous avez vendu des œuvres, de manière à savoir quelle série ils ont apprécié, quel budget ils ont, et ainsi leur proposer par la suite une nouvelle série qui serait susceptible de les intéresser. Parce que cette série-là serait dans, on va dire, dans la suite logique d'une série pour laquelle ils ont acheté une œuvre. Vous pouvez également les contacter pour de nouveaux projets, de manière à ce qu'ils puissent continuellement suivre votre travail. Un certain nombre de collectionneurs est très attaché on va dire, au suivi des artistes qu'ils collectionnent. Donc, il aime recevoir un certain nombre d'informations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de garder un échange personnel avec cette personne. Ne pas forcément intégrer tout dans une grosse base de données où on enverrait des newsletters parfois un peu impersonnels et générales. Pour les clients que vous avez, les 5, 10, 15, 20 clients que vous avez au quotidien, essayez de garder vraiment un contact personnel. De la même manière, vous pouvez les inviter à d'autres événements. Vous pouvez les inviter à d'autres événements de manière privée, collective. Vous pouvez très bien organiser vous-même des événements au sein de votre atelier, des dîners dans votre atelier pour présenter votre travail à des collectionneurs. Également, pour certains des plus, on va dire, des meilleurs clients, de ceux qui auraient le plus d'œuvres, le fait de leur offrir parfois une reproduction, si vous avez, vous réalisez une monographie, potentiellement leur offrir cette monographie, ou si vous participez à un événement payant, comme certains salons, leur proposer une entrée gratuite, va permettre de continuer donc à garder ce lien et donc va favoriser, on va dire, un nouvel acte d'achat ou du moins un nouvel engagement de ces personnes-là envers votre travail. Puis ce circuit continue et vous
pouvez réfléchir à la manière dont ces personnes-là vont peut-être arriver à avoir un certain nombre d'œuvres. Vous ne pouvez pas non plus ne vendre qu'à ces personnes. Donc, comment faire en sorte qu'ils puissent vous recommander auprès de leur famille, auprès de leurs amis? Alors, via les réseaux sociaux, vous pouvez très bien créer du contenu et leur demander de partager ou leur suggérer de partager ce contenu-là. S'ils apprécient votre travail, il y a de grandes chances qu'ils puissent également le défendre auprès des personnes qui leur poseraient un certain nombre de questions suite à ce partage sur les réseaux. Également, vous pouvez réaliser via les réseaux un certain nombre de publications en collaboration avec des partenaires, des lieux d'exposition. Et donc, ainsi, profiter de leur visibilité. Et enfin, vous pouvez créer certains événements spéciaux. Je vous disais juste avant, vous avez la possibilité d'organiser des dîners, par exemple dans votre atelier ou sur un lieu d'exposition. Vous pouvez tout aussi bien organiser des dîners avec des collectionneurs en leur demandant d'inviter un certain nombre de leurs proches. Un artiste avec qui je discute réalise ça. Il fait 1 à 2 fois par mois des dîners au sein de son atelier en proposant à ses collectionneurs de venir, on va dire la seule indication qu'il demande, c'est de venir toujours accompagné d'une personne qui ne connaît pas son travail. Et ainsi, à chaque événement, à chaque dîner, il rencontre une nouvelle personne et, on va dire, une nouvelle personne susceptible d'acquérir l'une de ses œuvres. Et enfin, une fois que ces personnes-là ont pu vous recommander, comment pouvez-vous éventuellement poursuivre, on va dire, la relation que vous avez avec eux et augmenter, on va dire, vos revenus? La possibilité peut-être de diversifier un certain nombre de sources et ne pas uniquement avoir à leur proposer des œuvres, et donc, pourquoi pas, diversifier vos produits. Proposer des reproductions, proposer l'une de vos publications, ou encore certaines commandes qui seraient, on va dire, personnalisées pour un client, que cela soit un privé ou une entreprise. Alors, pour conclure, un petit, on va dire, récapitulatif de tout ce que je viens de vous présenter. Je vous encourage à, avant même de rentrer dans l'action pour trouver vos clients, de réfléchir à qui sont-ils? Qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Quels sont les meilleurs moyens de les toucher? Et puis, une fois que vous avez répondu à, on va dire, un certain nombre de ces questions, de pouvoir mettre, comme je viens de vous le faire, un circuit qui vous permettrait de prendre contact petit à petit avec ces personnes-là. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site de Topo, donc topo-art.org, pour que l'on puisse parler de tout cela ensemble. Et puis également, vous recevrez le replay si vous le souhaitez après la diffusion. Et une fois que la vidéo sera directement en ligne sur notre site, vous pourrez consulter la base de données qui sera, on va dire, enrichie au fil des jours. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous. Et une dernière chose, si vous le souhaitez, la prochaine présentation donc, de Pierre-Benoît Roux aura lieu le 25 juin prochain. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous inscrire. Très bonne soirée à vous. Au revoir.